Aujourd'hui, je veux vous parler de bonheur au travail. Et qui dit bonheur au travail dit bien sûr des situations qui sont exemptes de conflits. Alors, il peut arriver au travail, chez Santé Courville, qu'il y ait une situation qui ne soit pas à votre goût, qui ne fasse pas votre bonheur. Vous ne vous entendez pas avec une préposée aux bénéficiaires par rapport aux tâches à accomplir. À un moment donné, les mots utilisés vous blessent, le ton utilisé vous choque. Une infirmière auxiliaire est absente, ce qui fait en sorte que malheureusement, vous êtes désigné, vous êtes pointé. Donc, toutes ces situations-là sont des situations qui sont propices au conflit. En tant que personne en ressources humaines, bien sûr, je vais vous parler de la méthode traditionnelle de résolution de conflits qui est toujours une bonne méthode. D'abord, prendre du recul. On se retire un peu, on laisse la poussière retomber, on ne dit rien à chaud qui pourrait venir choquer ou envenimer encore davantage la situation. On identifie le problème. Quelle est la cause exactement? Au-delà, on enlève tout le bruit autour, tout l'environnement autour. Quelle est la cause exactement à l'aide de faits? On se base sur des faits. On peut même valider auprès de nos collègues aussi s'il y a eu des témoins, leur perception par rapport à ce qui s'est passé. Et si la situation s'est déjà présentée, on peut aussi consulter des collègues pour voir, est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui avaient été retenues quand ce problème spécifique-là ou ce conflit spécifique-là a déjà survenu dans le passé. La première démarche en résolution de conflit, on est tous des adultes, on n'est pas nécessairement tous des amis, mais on est tous des adultes qui travaillons ensemble dans une communauté, la communauté de Santé Courville. Donc, on se doit d'être responsable, on se doit d'être mature. Donc, la première démarche, c'est toujours de tenter de résoudre la situation par soi-même. Ça veut dire aller voir le collègue concerné. Des fois, ça demande du courage. Des fois, c'est pas évident, c'est vrai, mais il faut se donner des chances de succès. C'est-à-dire qu'il faut choisir un lieu qui est propice, un moment qui est propice et une attitude aussi qui est propice par rapport à la situation. Autant que possible, parler au jeu, ne pas être accusateur et s'en tenir aux faits. Ça devrait vous aider vraiment à enligner votre discussion avec la personne avec qui vous entretenez une situation conflictuelle. Portez attention à votre non-verbal. Vous savez qu'un grand pourcentage de notre communication est non-verbal. Si vous êtes crispé, si vous n'êtes pas de bonne humeur, pas content d'être là, que ça ne vous tente pas, ça va paraître, ça va limiter grandement vos chances de succès là, à résoudre cette situation conflictuelle-là. Restez pas isolé toutefois. Okay? Si vous faites la démarche et que vous ne sentez pas que ça a porté ou que vous sentez que ça perdure et vous demeurez inconfortable dans la situation, la deuxième étape à ce moment-là, ça va être d'obtenir l'intervention, le support de son gestionnaire, de son supérieur immédiat, le chef d'unité en hébergement dans cette circonstance-là, qui va pouvoir vous aider puis vous offrir des pistes de solutions puis vous accompagner là-dedans. Okay? Ils sont formés là-dedans, c'est des experts aussi de la gestion des conflits. Attendez surtout pas que la situation dégénère. Si la situation concerne spécifiquement votre gestionnaire immédiat, à ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers moi, par exemple, aux ressources humaines ou vers la gestionnaire du chef d'unité en hébergement, qui serait la directrice des soins infirmiers. Ce dont je viens de vous parler, c'est une approche traditionnelle de résolution des conflits. Une approche qui fonctionne, là, mais une approche traditionnelle. J'aimerais amener notre réflexion un peu plus loin, voir différemment la résolution des conflits, la voir sous un autre angle, un autre aspect. Et ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, c'est tiré d'un livre que je vais placer ici ou ici. Je vais voir au montage un excellent ouvrage dans lequel l'auteur nous amène sur une approche de coopération en résolution de conflits, autant que faire se peut une approche où on va tenter d'aller chercher des avenues, des solutions qui vont être gagnant-gagnant. Alors, il y a plusieurs prémices à cette vision-là de la résolution de conflits. La première prémisse, c'est une prémisse d'humilité, à savoir, je n'ai pas la vérité, vous n'avez pas la vérité. Quand on croit avoir la vérité, on passe beaucoup de temps à essayer de convaincre les autres, à essayer de ramer à contre-courant pour ramener l'autre personne à penser comme nous. Mais vous savez, dans la sémantique du mot « convaincre », il y a « con » pour conquérir et il y a « vaincre » pour vaincre. Donc, convaincre, c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts. Quand on accepte qu'on n'a pas toute la vérité et qu'il y a plusieurs réalités, ça devient soudainement plus facile. Quand vous êtes en conflit,
avec un autre préposé au bénéficiaire, par exemple, ben, il y a au moins deux vérités, puis il y a au moins deux réalités qui se chevauchent, qui existent en même temps. Quand vous travaillez sur le plancher, dans une équipe de 6 préposés aux bénéficiaires, 8 employés, par exemple, ben, il y a 6 ou 8 vérités, 6 ou 8 réalités qui se chevauchent en même temps. Quand je suis dans une réunion de travail, même chose. Et cette réalité-là, notre vérité à nous, elle évolue aussi au fil du temps. Je vais vous avouer quelque chose. Quand j'étais beaucoup plus jeune, il faut couper mon âge au moins en deux, ben, personnellement, j'étais plus syndicaliste que je suis aujourd'hui. J'étais plus souverainiste aussi que je le suis aujourd'hui. C'était ma vérité de l'époque. Ma vérité aujourd'hui, elle est beaucoup plus modérée, mais ça demeure ma vérité à moi quand même. Donc, à partir du moment où on conçoit qu'il y a plusieurs réalités, OK, à une même situation, deux côtés à une médaille, à ce moment-là, on peut davantage entrer dans ce que l'auteur appelle une communication axée sur les solutions, OK, dans laquelle, dans le contexte conflictuel, plutôt que d'avancer, rentrer dans le tas, comme on dit, et essayer de convaincre, on va plutôt ralentir, prendre notre temps, essayer de comprendre la vérité et la réalité de l'autre. Pour bien situer l'approche orientée vers les solutions, l'auteur Peacock nous donne une analogie relativement aux animaux. Il nous parle du requin et il nous parle du dauphin. Alors, le requin, dans l'océan, est impitoyable. Okay? Il veut gagner à tout prix. Pour lui, les ressources sont limitées, puis il doit tout faire pour aller chercher les ressources qu'il peut avoir. Il n'y a pas de possibilité d'être gagnant-gagnant. C'est le plus fort. Lui, il va foncer. Il va gagner. Le dauphin, à contrario, est un animal très intelligent, un animal joueur, un animal qui se voit davantage dans un contexte gagnant-gagnant. Donc, le dauphin, lui, ne va pas chercher nécessairement à attaquer les autres pour arriver à ses fins, va plutôt utiliser de son intelligence, de ses habiletés, etc. Donc, c'est davantage dans une approche dauphin, un état d'esprit dauphin que requin qu'il faut approcher la résolution de conflits. Dans le fond, en situation de conflit, il faut retirer la perception que la personne qui doit voir la lumière, c'est l'autre. La personne en réalité qu'on peut aider, la personne principale qu'on peut aider, c'est nous-mêmes dans une situation conflictuelle. Dans une situation conflictuelle, on a besoin de ralentir, oui, pour comprendre la perception de l'autre, mais d'abord et avant tout, on doit ralentir pour prendre soin de nous-mêmes. Si on est choqué, si on est en colère, on n'a pas toutes nos ressources pour justement être en mesure de régler la situation conflictuelle. Alors, l'auteur nous suggère une prière que j'apprécie beaucoup. Je vous en fais la lecture. Seigneur, donnez-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer pour le moment, et la sagesse d'en reconnaître la différence. Et quand on y pense, dans un conflit, la souffrance est optionnelle. Parce que si on passait moins d'énergie à essayer de résister à l'autre, résister à la situation, puis essayer de convaincre les autres et convaincre les intervenants qui gravitent autour du conflit, ben à ce moment-là, on ressentirait tout de suite une diminution de la souffrance que l'on ressent quand on est partie prenante dans un conflit. Dans l'approche de la communication axée sur les solutions, il n'y a pas d'échec, seulement des apprentissages. Il ne faut pas perdre de vue l'impact que ça peut avoir, un conflit sévère, là, de la façon qu'on le ressent, sur notre corps, sur nos émotions. Et notre perception, comment on le vit, ben, c'est extrêmement important. C'est sûr que si vous vous dites « moi, je vis un gros conflit, ça va vraiment pas, je vis un énorme conflit », ben oui, à ce moment-là, vous allez probablement ressentir un malaise, un inconfort, une perte de confiance. Si vous vous dites « moi, en ce moment, je vis une épreuve, mais je vis un apprentissage », à ce moment-là, possiblement que votre émotion va être neutre, pourrait peut-être même, à la limite, être positive. Une façon de le voir, la gestion des conflits dans une approche axée sur les solutions, c'est de se dire que la situation que vous vivez en ce moment, elle est parfaite pour vous. Elle est parfaite pour votre développement. Elle est parfaite pour vos apprentissages. Et peu importe ce qui va se passer, vous allez en retirer quelque chose. Vous allez avoir appris de la situation conflictuelle et vous allez être en mesure d'agir différemment dans le futur.
Dans la communication axée sur les solutions dans une situation conflictuelle, il y a 3 règles élémentaires. Première des règles, ce qui ne fonctionne pas, cessez de le faire, cherchez à faire quelque chose d'autre. Deuxième règle, ce qui fonctionne bien, continuez de le faire. Et finalement, troisième règle, ce qui fonctionne bien, faites-en encore plus. Donc, dans votre rapport avec l'autre, ce qui fonctionne bien, faites-en davantage pour atténuer la situation conflictuelle. Donc, dans la communication axée sur les solutions, on accompagne l'autre dans le monde des problèmes. On accompagne l'autre dans la vallée des larmes. Mais pourquoi on le fait? On le fait tranquillement, gentiment, respectueusement pour l'amener dans les solutions, dans l'angle des solutions. Gardons en tête que même si une situation peut vous sembler très complexe, presque peine perdue, il y a toujours une solution. Des fois même, il y en a jusqu'à 1000 solutions. Jusqu'à tout récemment, je vous dirais, dans le monde du travail, les employés qui s'en tiraient le mieux, c'était les employés qui avaient les réponses aux questions qui étaient posées. Et dans le présent, et en portant le regard vers le futur, je suis d'avis que les employés qui vont réussir le mieux, c'est les employés qui vont être en mesure de se poser les bonnes questions, se poser les bonnes questions à eux-mêmes et poser les bonnes questions aux autres pour justement maximiser leur performance au travail et aussi sortir des situations conflictuelles. Donc, plutôt que de prendre un collègue de front directement dans une situation conflictuelle, en accusant, en pointant du doigt, en directement identifiant les éléments factuels qui n'ont pas fonctionné dans la situation et que vous reprochez à l'autre, pourquoi ne pas ouvrir la situation en questionnement? Si ça allait mieux entre nous dans notre relation, qu'est-ce qui se serait passé? Pour obtenir le résultat idéal entre nous, qu'est-ce qui devrait avoir changé? Vous pourriez aussi opter pour une approche un peu plus générale, lui demander des conseils sur ce que vous pouvez faire de mieux la fois suivante, plutôt que vraiment porter un regard critique sur un événement passé. Dans votre façon de l'approcher, assurez-vous d'être ouvert à accueillir les commentaires de l'autre, à rester à l'écoute, sans chercher à justifier outre mesure, sans chercher à expliquer outre mesure. Très important aussi, c'est rarement fait dans une situation conflictuelle, remercier l'autre d'avoir eu le courage de vous exprimer ses pensées, ses émotions. Donc, je reviens à la notion d'accompagnement. On est dans une démarche de communication axée sur les solutions. Je vous ai parlé qu'il fallait absolument accompagner les personnes avec qui on entrait en conflit. On veut adopter notre langage pour faire le meilleur accompagnement possible en fonction de la vérité actuelle de l'autre. En quelque sorte, on veut faire du judo psychologique. On sait que le judo, c'est l'art du déséquilibre. Ben, au lieu de pousser à contresens, on va aller dans le même sens où la personne veut aller. Comme je l'ai dit précédemment, il faut apprendre à ralentir pour pouvoir mieux accélérer. Et en terminant cette capsule-ci, je vais terminer en vous donnant des petits trucs qui vont faciliter votre accompagnement. Et pour ce faire, ben, vous pouvez reconnaître les personnes avec qui vous pouvez entrer en situation conflictuelle en fonction de 3 types. Donc, la première catégorie, c'est les acheteurs. Ça, c'est fantastique en situation conflictuelle parce qu'avec les acheteurs, quand la personne avec qui on est en situation de conflit est un acheteur, bien, c'est une personne qui est prête à passer en mode solution. C'est une personne qui est prête à régler. Donc, en termes de vitesse, au niveau de l'accompagnement, on peut passer en haute vitesse. Cette personne-là, l'acheteur, sait qu'elle a un problème, sait qu'elle doit aussi régler le problème, qu'elle doit faire quelque chose pour transformer la situation, changer les règles. Donc, on peut directement à l'acheteur lui assigner des tâches. On peut directement lui demander de façon directe qu'est-ce qu'on peut faire différemment, comment on peut régler, de quelle façon tu vois les choses évoluer entre nous. Et vous remarquerez en y pensant, les acheteurs, souvent dans toute situation dans la vie, quand on parle à quelqu'un, on a tendance à penser que la personne est un acheteur, qu'elle est toujours intéressée et ouverte en fonction de ce qu'on a à proposer ou de la situation que l'on vit, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui m'amène maintenant à vous parler du plaignant. Le plaignant, lui, c'est une victime passive. Le plaignant, lui, il reconnaît qu'il y a un problème, mais il n'est pas encore prêt à passer à l'action. Si vous lui parlez trop directement, il va dire oui, mais, non, mais, oui, mais, non, mais. Alors, au niveau de l'accompagnement, le plaignant, il faut y aller avec une vitesse qui est moyenne. Il faut l'amener éventuellement à être un acheteur, mais il n'est pas prêt encore à être un acheteur, le plaignant, en mode résolution de problème, il est encore en mode conflictuel.
Alors, le plaignant, on peut lui attitrer des tâches d'observation pour commencer. On peut lui suggérer, écoute, on pourrait peut-être regarder de quelle façon est-ce que cette diade-là fonctionne au niveau des préposés aux bénéficiaires pour voir comment nous, on pourrait fonctionner dans notre diade pour que ça se passe mieux. Okay? Alors, le mettre en mode observation, pas lui assigner une tâche directe pour que ça se passe mieux entre vous directement. On y va de façon plus indirecte. Bien sûr, le temps aussi. Le temps va faire son œuvre. Il n'est pas tout à fait prêt à être un acheteur, il faut lui laisser un petit peu plus de temps. Donc, le timing is everything. Dans ce cas-ci, pour résoudre le conflit, le plaignant n'est pas prêt encore à régler complètement. Et on peut blâmer le plaignant, mais le blâmer positivement. On peut le blâmer d'avoir réussi quelque chose. On peut faire du renforcement positif avec lui pour éventuellement l'amener dans une disposition d'acheteur envers nous. Alors, dites-vous bien que dans la communication axée sur les solutions, le mode de coopération utilisé par la personne avec qui vous êtes en conflit, c'est sa façon unique à lui de coopérer. Peu importe ce qu'il fait, c'est sa façon de coopérer, c'est sa façon très humaine de vivre ce conflit-là. Okay? Alors, qu'il soit acheteur, qu'il soit plaignant, c'est sa façon à lui de faire affaire, de dealer avec le conflit. Okay? Donc, c'est sa façon à lui, sa façon unique de coopérer. Ce qui m'amène à la troisième et dernière catégorie, que sont les visiteurs. Les visiteurs, c'est les plus difficiles avec qui conjuguer. Il faut les accompagner à une vitesse très, très lente. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'investissement avec les visiteurs. Les visiteurs, eux, ils considèrent qu'il n'y en a pas de problème, qu'il n'y en a pas de conflit. Ils ne le reconnaissent pas. Le visiteur, c'est l'employé qui arrive toujours en retard. C'est l'employé qui est là juste pour sa paye. Malheureusement, il y en a dans toutes les entreprises, ce type de personnes-là. Donc, c'est une personne qui n'a pas particulièrement d'attente, qui n'est pas nécessairement d'intérêt à ce que quoi que ce soit change. Il n'y a pas de désir de changement en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les visiteurs? Bien, c'est extrêmement difficile. Okay? Je ne vous le cacherai pas. C'est la catégorie de coopération la plus difficile avec laquelle transiger. Donc, avec les visiteurs, bien, il faut miser sur la mobilisation autant que possible. Il faut miser sur les points forts, il faut miser sur les forces, il faut miser sur les valeurs. Il faut trouver une façon d'aller accrocher ces personnes-là, les rallier à une mission, à un engagement, trouver une façon de les engager dans ce que vous faites dans vos équipes au CHSLD. Sinon, malheureusement, si on n'y arrive pas, il peut arriver que la seule solution avec les visiteurs, ce soit une approche un peu plus dure, comme par exemple les mesures disciplinaires. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo-ci vous a plu. J'espère que vous en ressortez avec un ou deux outils ou une ou deux pistes de réflexion pour mieux conjuguer avec vos situations conflictuelles. Et si vous vivez quelque chose au travail, comme on le disait, vous en parlez à la personne, mais vous ne restez pas prêt avec ça. Vous pouvez en parler au gestionnaire, vous pouvez en parler avec moi. Ça me fera toujours plaisir. Merci et à la prochaine.